Salut à tous, c'est Bismart. Nous voici de retour pour une émission intégralement consacrée au logement, à la construction, à l'immobilier. Alors on nous dit, mais ce sera d'ailleurs la première question que je poserai à mes deux invités, on nous dit que cette crise-là, d'ailleurs c'est pas on, ce sont des professionnels qui ont publié une lettre ouverte au président de la République, une alerte rouge, on serait devant une crise historique. Donc on va voir ça, et puis derrière on va tirer l'ensemble des fils qui sont tous très très intéressants de cette crise de la construction, de l'immobilier, du logement. Certains de ces fils sont récents. D'autres sont des cordes sur lesquelles on tire depuis des décennies, des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Donc voilà, c'est parti, 1 heure sur le logement, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, Henri Buzicazo. Salut Henri. Bonjour Stéphane. 20 ans qu'on se parle de logement, de construction, d'immobilier, Henri. Et il y a des questions que je te posais il y a 20 ans, des débats que nous avions ensemble il y a 20 ans. On va continuer à les avoir, dis donc. Oui. Alors, 20 ans de débat avec toi, avec quelques autres, et 35 ans de carrière. Voilà. Je le revendique parce que ça commence à être un petit club. Mais 20 ans de débat, notamment sur la subvention du secteur. Donc, à 40 milliards l'année, j'ai pas fait le calcul de combien on a dépensé. Ça nous fait du 800 milliards quand même, comme ça, bon an, mal an. Oui. Il y a de quoi faire la transition énergétique. Donc Henri, merci d'être là. Et puis Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Et l'Institut Sapiens, donc j'ai pas dit que tu étais aujourd'hui à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Et l'Institut Sapiens a publié, c'était fin avril que j'avais vu ça, une étude intéressante sur l'immobilier, plus, et ce sera dans notre deuxième partie, plus sur les solutions que vous préconisez. Il faut en même temps forcément sortir la boîte à outils et inventer des trucs qui n'ont encore jamais été inventés, pour peu qu'il y en ait, plus sur les solutions donc, que sur les causes, même si, et je veux... Alors, on va pas démarrer par là. On va démarrer sur un truc qui ne laisse de me surprendre. J'en avais... Enfin, quand j'en parle avec tous les professionnels de l'immobilier, et notamment Alain Dinin, c'était un élément, je me souviens à l'époque où il était à la tête du premier promoteur français, c'est-à-dire Nexity, un élément qu'il ne comprenait pas. Il disait, mais pourquoi l'immobilier, pourquoi le logement est si bas dans les enquêtes d'opinion? En fait, il y a un espèce de cercle vicieux sur... Alors là, oui, on en parle parce que, et on va y aller, on est sur une crise historique, donc tout le monde s'agite. Mais sinon, en fait, tout le monde s'en fout du logement, ou en tout cas, le met de côté. Parce que dans les enquêtes d'opinion, ça vient souvent très très loin, Henri. Oui. Alors, on a un exemple très récent. On sait qu'à la faveur d'élections, et on a eu récemment une élection présidentielle, une élection législative, les grands organismes font quantité de sondages et ça aide les décideurs publics ou les candidats à des fonctions publiques. Qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu que la préoccupation première, c'était le pouvoir d'achat. Et donc, bien sûr, ceux qui postulaient pour l'Élysée ou pour l'Assemblée nationale ont insisté sur des remèdes à l'érosion du pouvoir d'achat. Et on s'apercevait que l'item du logement, auprès de l'opinion, arrivait en 6e, 7e, 8e, 9e position selon les sondages. Alors, c'est exactement ce qui vient d'être présenté. C'est-à-dire qu'on se dit, mais le public, l'opinion, les ménages, on dit ce qu'on veut, c'est que pour eux, c'est pas un souci, c'est que tout va bien. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. En termes notamment d'efforts financiers, c'est l'essentiel. Ça coûte trop cher, on n'y arrive pas, etc. Les travaux, l'entretien, c'est le premier poste budgétaire des ménages. Passé devant l'alimentation il y a 30 ans. Pas si longtemps que ça, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, de loin, le premier poste des ménages. Donc, on se dit, mais il y a un paradoxe, les questions sont mal posées. C'est surtout que c'est devenu une charge contrainte tellement admise, elle s'est enquistée, que quand on demande aux ménages, mais est-ce que vous souffrez du logement ? Ils vous disent, non, on souffre du pouvoir d'achat, mais quel est ton premier poste de dépense qui obère ta marge de manœuvre pour aller au cinéma, pour manger, etc. C'est le logement. Voilà. Donc c'est en fait le témoignage que c'est beaucoup plus grave. Ça finit par être admis. Alors ça ressort à certains moments. L'histoire des Gilets jaunes, il fallait pas être grand clair pour détecter que c'était une question de logement.
C'était pas une question de gazoil, c'était une question d'aménagement du territoire, de ménages qu'on avait incités à acheter une maison individuelle dans des périphéries de villes moyennes ou de grandes villes. Il y avait de l'activité. Attends, Henri, parce que là-dessus, j'irai te chercher. C'est presque un débat périphérique. Mais Erwan, on va montrer une courbe sortie de l'étude de Sapiens qui confirme, mais alors, qui est très spectaculaire, parce que la courbe qu'on va voir là, elle est sur, je ne sais plus sur combien de temps, mais sur un temps assez long, et on voit l'accélération. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est le prix de l'immobilier, c'est ça, hein, par rapport à l'inflation et par rapport au gain de pouvoir d'achat. Alors c'est jusqu'en 2021. C'est jusqu'en 2021. 2022, mais ça, les courbes se croisent. Mais... Donc entre 2020 et 2021, le prix de l'immobilier a grimpé 4 fois plus vite que l'inflation et les gains de pouvoir d'achat. Tout à fait. Alors, bon, cette courbe, donc, tu l'as dit, nous, à Sapiens, on s'intéresse à cette question-là. Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est notre observatoire immobilier qui est composé d'une dizaine d'experts, de top experts. Oui, il y a du monde hein, sur la note. Elle est courte, mais il y a du monde. Hein. Et ils sont surtout, c'est une expertise qui est de qualité. Je voulais les saluer et les remercier pour leur travail. On en profite pour faire une dédicace. Non, mais du coup, ce qui est intéressant de voir, nous, ce qui nous a frappé pendant la campagne présidentielle, effectivement, c'est ça. C'est cette dichotomie qu'il y avait entre le 10e, nous, on avait évalué, c'était quasiment 10e au plus fort dans les préoccupations des Français dans les sondages, et le pouvoir d'achat restait en numéro 1. Et donc du coup, toute offre créée en sa propre demande, disait notre ami C, du coup on se dit je vais m'intéresser qu'à la première et donc du coup pas au dernier. Mais c'est assez légitime finalement de la part des responsables politiques que de dire sûr, je vais aller taper sur Carrefour plutôt que d'aller chercher le vrai responsable. Ça ne t'intéresse pas aux causes structurelles parce que il y a aussi peut-être un horizon temporel. En 5 ans, tu n'as peut-être pas le temps d'avoir les effets même d'une politique du logement sur ton pouvoir d'achat. Alors c'est pas dans les 100 premiers jours où il faut des effets pour avoir une bonne note dans le rolling IFOP du mois de novembre que tu vas du coup pouvoir en profiter. C'est mais Erwan, ça c'est vrai aussi. Je vous raconte tu me poses une question. Oui, mais ça c'est vrai aussi sur l'agroalimentaire, tu vois. Non, mais tu sais très bien que tes effets vont être... un responsable... Non, attends. Un chèque alimentaire, ça se voit tout de suite. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, un chèque essence, ça se voit tout de suite. Il a raison. La temporalité du logement n'est pas la temporalité de la politique. Bon. Et incontestablement, alors ça marche dans les deux sens. On voit des présidents de la République, des gouvernements profiter de bonnes décisions prises bien avant eux, et sans glorifier. Bon, on va leur pardonner. Exemple sur le logement, exemple. J'aimerais bien une bonne décision récente là, sur le logement. Très simple. Parce que le choc d'offre de Macron, par exemple... Non, mais très simple. Parce qu'effectivement, il y a des cycles longs. Lorsqu'on a eu des bons chiffres de la construction, c'est l'indicateur royal. Hein, on dit ce qu'on veut. Moi, j'avais dit un jour, on m'a demandé chez l'un de tes confrères comment vous appréciez le ministère de Julien de Normandie. Je dis, moi, je l'apprécie comme tout le monde avec les chiffres de la construction. On a toujours fait ça. J'ai servi un Pierre Méhaignerie il y a bien longtemps. Il a été jugé là-dessus. Ses successeurs aussi. Il faut arrêter de trafiquer le truc. Et donc, les chiffres de construction du premier quinquennat du président Macron au début ont été bons. Mais bon, ça veut dire 450 000 logements dans l'année, c'est ça. Hein. C'était exactement. C'était l'héritage de bonnes décisions au pluriel, plus un climat, tout ce qu'on veut, mais prises 5, 6, 7 ans avant. 5, 6, 7 ans avant. Et à contrario de mauvaises décisions prises aujourd'hui ou des non-décisions plombent l'immobilier et la production. Pour les successeurs. Attends, on va y aller. Juste, petite histoire que je tiens à vous raconter parce que ça m'avait frappé. Les débuts d'Éric Zemmour, la flambée d'Éric Zemmour. Et il se retrouve en campagne présidentielle. Et il se retrouve face à BFM TV, c'est son premier grand oral. Et BFM TV amène, en se disant quand même, it's the economy stupid, on va essayer de le faire sortir de ses obsessions. Et on va essayer de parler d'économie. Et ramène Nicolas Dose, mon cher Nicolas Dose de BFM Business. Et Nicolas, ça ne me surprend pas de lui d'ailleurs, la première question qu'il pose à Zemmour, programme économique, c'est le logement, l'immobilier. Et l'autre, un lapin dans les phares. En fait, il n'avait rien préparé. Alors que le cœur de ses obsessions, la ghettoisation, enfin tout ce qu'il décrit, c'est bien d'abord un problème de ghetto, un problème de logement, un problème d'immobilier, tu peux le mettre dans tous les sens. Et même moi, je pensais qu'il avait quand même un truc un peu structuré, avant même, tu vois, d'en faire le cœur de sa campagne. Rien du tout. Et j'ai trouvé ça assez significatif quand même. Alors, deux choses. Le premier, c'est que ceux qui étaient autour de Nicolas, c'est-à-dire mes confrères journalistes, ont tout fait pour sortir Zemmour de ce mauvais pas.
Et en fait, il y a une sorte quand même de complicité des médias, en tout cas, on va dire des journalistes politiques, parce que le logement c'est compliqué, on va le voir, on va en parler pendant 1 heure, et qu'ils n'ont pas envie d'affronter cette complexité. Enfin voilà ce que moi j'avais aussi... Ça vaut pour plein d'autres sujets malheureusement. Ça vaut pour plein d'autres sujets économiques, t'as raison. Ça c'est une critique une autocritique que peuvent faire certains de tes confrères. On préfère parler d'une petite phrase plutôt que de parler du fond des sujets. Mais bon, ça c'est un... Mais sur la campagne... Revenons sur le pouvoir d'achat. Et sur la campagne présidentielle, parce que nous on avait sorti tout un tas de papiers comme plein d'autres think tanks. On avait identifié, on a dit les 3 vrais sujets de la France, tout confondu sur ces 10 prochaines années, c'est l'éducation, la capacité d'une population à se former et puis surtout à avoir de la mobilité sociale, le logement, la capacité à avoir de la mobilité géographique et la santé. Et nous on avait plutôt vu l'innovation. L'innovation, la capacité d'une nation en fait à se projeter et à créer de la prospérité. Sur ces 3 questions-là, il y a eu une absence totale de réponse. On a préféré faire des chèques énergie, des chèques machin, etc. Et quand on regarde en fait dans les chiffres du pouvoir d'achat, moi ce qui me fascine, c'est qu'en plus des fois quand tu discutes avec certains politiques ou certains aspirants, ils te disent oui mais on va s'occuper du logement parce qu'on va s'occuper du coût des APL, ou on va donner un petit coup de pouce au SMIC, comme ça on va... Eh ben non, c'est là où justement ils ont tort. Ce qui est intéressant, c'est que le logement absorbe 65% des dépenses contraintes de tous les ménages, du Q1 au Q4, du D1 au D9. Donc quel que soit ton revenu, 65% de tes dépenses contraintes. Je rappelle, dépenses contraintes. D, c'est le décile pour D, c'est décile et Q, c'est quartile. Voilà. Donc, c'est division par 25% et division par 10%. Et donc, dépenses contraintes, c'est quoi? C'est au titre de l'INSEE, les dépenses non pilotables qui sont préengagées au premier du mois, sur lesquelles, en fait, tu ne peux pas avoir d'arbitrage de court terme. Et donc, du coup, 65%, c'est le poids du logement dans tous les ménages. Mais après, par contre, ce qui est intéressant, c'est la différence de nature. Sur ces 65%-là, tu as 90% pour les 3 premiers déciles qui correspondent, en fait, à du paiement de loyer. Et pour les 3 derniers déciles, c'est du paiement à la banque, un remboursement de prêt. Et donc, tous ces politiques, notamment à gauche, qui n'ont qu'un mot à la bouche, qui est justement la justice sociale, que je partage aussi, qui est l'égalité, la lutte contre l'inégalité, etc., il ferait mieux de s'intéresser à comment se fait-il qu'on a quelque chose qui obère le pouvoir d'achat, un poste de dépense qui obère le pouvoir d'achat, pour tous les ménages, quel que soit leur type de revenu, mais qui du coup crée une distorsion qui est énorme. Parce que du coup, là où le ménage, après, qui passe son temps à rembourser son prêt, au bout d'un moment, il est propriétaire. Mais évidemment. Si je suis propriétaire, ça veut dire que du coup, j'ai peut-être un problème de mobilité géographique parce que du coup, je suis fixé sur un lieu, mais du coup, mais je suis protégé. J'ai plus de problème d'inflation, des loyers, parce que du coup, je m'en fiche. Ça me permet moi aussi de continuer à accumuler du capital et de reconstituer mes réserves. Ça me permet quelque part aussi d'avoir un apport et donc du coup d'avoir quelque chose à hypothéquer si je peux le faire. Alors que la retraite. Et la retraite. Mais surtout la transmission. Et la transmission. C'est ça qui est terrible, c'est que tu crées vraiment une inégalité mais profonde de classe, on pourrait presque dire. Absolument. Justement là-dessus, moi je m'étonne que ce chiffre. Pourtant, c'est l'INSEE qui l'a fait. L'INSEE a des études sur le logement qui sont absolument fantastiques. Le taux de propriétaires parmi le Q1, donc les 25% les plus pauvres, a baissé de 8 points depuis 35 ans. Oui. Le taux de propriétaires parmi les 25% les plus riches a augmenté de 20 points dans le même temps. Et quand on regarde de façon instantanée, ils ne sont pas très nombreux ceux qui le font, Century 21 le fait. C'est intéressant. La qualification de ceux qui achètent. On ne parle que du volume. On dit, tiens, combien de transactions on va faire en 2023 On a fait 1,2 million, 1 million dans les années passées. Bon, idem d'ailleurs pour les ventes de neuf. Il faut regarder qui achète. Une illustration violente. L'an dernier, 31 décembre, les notaires nous disent, ils l'ont dit un petit peu plus tard, premier trimestre 2023, 60 000 transactions dans Paris. Record absolu. Les années de croisière étaient à 40, 45 000 transactions dans Paris, 60 000. On se dit, au cœur de l'inflation, de tous les dérèglements, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'il y a, de manière ininterrompue, une upgradation des acquéreurs parisiens. Et la sous-représentation de la classe ouvrière, des cadres moyens, etc., ça, il suffit de regarder les chiffres de Century, et la presse n'y insiste pas, et eux pas assez. Oui, mais parce que c'est Paris. Est-ce que Paris est un marché significatif? Ils ne le font pas qu'à Paris. Ils le font pour la France entière. On voit que dans certaines villes, c'est intéressant de voir, notamment dans les 11 métropoles, avec la cherté des prix, ou dans certaines villes moyennes aujourd'hui, il y a une sous-représentation des déciles oui, inférieurs. Mais alors, attends, parce qu'on va y aller, parce que ça, je trouve, c'est peut-être un tout petit peu biaisé par l'investissement locatif. C'est-à-dire, si effectivement l'acquéreur est un acquéreur qui appartient aux quartiles les plus élevés ou aux déciles les plus élevés, mais si derrière, il le fait dans un but locatif, là, il sert pour le coup l'ensemble de ceux qui ont besoin de se loger. Oui, et ça, c'est un sujet dont on va parler
très largement. On va en parler très clairement. L'avenir va être beaucoup plus au statut évidemment. locataire et donc à l'investissement locatif. Exactement. Mais là, on parlait de la propriété, si possible, de sa propre résidence, voire de notre bien ou d'un deuxième, un troisième. Bon, très clairement, on a une sous-représentation de ceux qui achètent tendancielle depuis 15 ans. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas, et c'est là où je veux revenir sur deux choses. D'abord sur le pouvoir d'achat. On a constaté quand même, Henri, je parle sous ton contrôle, Erwan, quand les taux d'intérêt sont effondrés, Oui. que faisaient les ménages qui achetaient? Ils n'en profitaient pas pour récupérer du pouvoir d'achat, ils en profitaient pour récupérer des mètres carrés. Oui. C'était quasi systématique. Oui. Donc, c'est bien qu'à un moment, quand même, dans notre logiciel personnel, l'idée pouvoir d'achat-logement ne fonctionne pas et qu'on va systématiquement aller se mettre au taquet de ce que permettent les banques, c'est-à-dire à ces fameux 33%. Oui. Deuxième point, les gilets jaunes. Ces maisons individuelles, effectivement, c'est le cœur du sujet. Mais ces maisons individuelles, je ne sais pas pourquoi, c'est notre aspiration nationale. Oui, 75% des Français. Et ben voilà. On est les premiers responsables finalement. Tu vois, il ne faut pas aller chercher derrière des professionnels, des politiques publiques. C'est notre volonté que d'aller habiter dans cette maison individuelle qui est parfois loin de notre lieu de travail. Alors, le problème, c'est que nombre de ces ménages qui ont fait construire, comme on disait à la campagne chez moi, Exactement. qui l'ont fait dans les années 80, 90, 2000. Bon. Ils l'ont fait dans des endroits où il y avait encore une activité économique. Or, il n'y a plus d'aménagement du territoire, ou plus exactement depuis 30 ans, on a incité les ménages dans 11 métropoles à aller se regrouper. Et petit à petit, ceux qui étaient dans des endroits encore actifs au plan économique se retrouvaient avec une maison qu'ils aimaient, qu'ils avaient payée, pour lesquels ils s'étaient saignés à 80. Voilà, bon, et puis, on leur dit, mais ta maison, aujourd'hui, elle est très loin, donc tu vas devoir avoir 2 voitures et payer très cher pour ton déplacement. Lequel déplacement est de plus en plus long parce que l'endroit où tu dois aller, télétravail ou pas, le bureau, l'usine, etc., c'est très très loin désormais. Avant, c'était plus proche. On a donc annoncé, et le lien, il est très fort, à des ménages que l'aménagement du territoire, la dispersion des activités économiques, tout cela avait fait d'eux des propriétaires d'un bien dévalorisé. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que derrière, d'effet de ciseaux entre la construction et la désindustrialisation. Ouais, d'autant qu'on vit dans ce pays, et pourquoi pas, avec l'idée que la propriété fait partie de l'ascenseur social. Et ben voilà. Et on est en train de dire à ces ménages-là, on l'a dit, et ça les a révoltés, ils sont toujours là, mais en fait, tout ce que tu as fait pour remonter, ça n'a pas marché. Et même maintenant, comme en plus c'est une passoire énergétique, il va t'en coûter la moitié de la valeur actuelle de ta maison, que tu n'as pas, pour remettre à niveau ton bien. Tout ça, c'est extrêmement lourd. Ce sentiment de déclassement des classes moyennes est très violent. C'est une bombe sociale. Pourquoi le ministre actuel, jamais ça s'était vu, un ministre en exercice... Dire que c'est une bombe sociale ? Oui. J'ai l'impression qu'ils l'ont tous dit, moi, Henri. Ah non. Vraiment... Sauf Cécile Duflot. Non. Qu'un ministre en exercice dise... bombe sociale à retardement, il a dit. Bon, alors, il a dit bombe économique et sociale à retardement, et il s'est repris à la Fondation Abbé Pierre, j'étais à quelques mètres, pour dire, même pas à retardement, c'est déjà le cas. Je veux dire que la prise de conscience est là, il ne se passe rien. Je ne veux pas... Bon, non, on va aller sur les sujets justement conjoncturels. Erwan, juste sur cette idée d'aspiration à la propriété, effectivement, effet ciseaux avec la désindustrialisation. Ce que tu disais d'un mot, mais qui reste quand même, à mon avis, très grave. C'est-à-dire, j'ai acheté ma maison, je bossais chez je ne sais pas quel fabricant sous-traitant automobile qui faisait, tiens, pourquoi pas des fonderies pour les moteurs diesel. L'usine a fermé et non seulement ma maison est un piège, mais en plus, elle n'a plus aucune valeur. Parce que l'usine a fermé. C'est-à-dire il y a en plus un double effet. Oui, c'est plutôt la valeur d'usage que la valeur de marché, mais je pense que il y a une forme d'optimisation, je pense, personnelle, justement, à vouloir être propriétaire de sa propre... Parce qu'on se dit, face à tous les aléas, ça ne permettra d'avoir justement mon amortisseur
social à moi. C'est ça. Et donc, du coup, les ménages, je pense, ont intériorisé le fait qu'il y avait une grande part de leur pouvoir d'achat qui partait tous les mois, justement, en logement, en se disant, si je suis propriétaire, plus tard, je peux me permettre de perdre mon boulot, être au chômage à 55 ans et ne plus être employable derrière, ou avoir une petite retraite. Ce sera ça en moins que j'aurai, du coup, à penser. Et j'aurai possibilité de pouvoir les changer, de pouvoir l'avoir. Donc, je pense qu'il y a quand même cette... Tu considères que c'est pas une erreur, toi? Non, Moi, franchement, mais en fait, me pose la question. La question, c'est sur l'accès à la propriété. À la limite, moi, je suis plutôt libéral. Je pense que toi aussi, Stéphane. Si les gens veulent être propriétaires de leur truc, mais moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est quand justement, ils ne peuvent pas devenir propriétaires de leurs biens. Aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, l'apport, avant, il fallait, en gros, si je reprends les chiffres, en 2000, il fallait 3 ans de revenus. Pour pouvoir, l'apport était 3 ans de revenus, ton coût d'acquisition. Maintenant, c'est 5 ans de revenus. Quand ton revenu stagne, quand justement... Oui, mais ça, c'est les conséquences... Ça vient en bout de chaîne de tout ce qu'on va décrire maintenant. Bien sûr, tu peux mais pas. Le problème, c'est que tu as ça parce que tu as une inflation, et de l'autre côté, tu as des règles prudentielles qui sont de plus en plus serrées et qui, du coup, t'empêchent de pouvoir recourir à l'investissement. Mais heureusement, quand même. Bah non, pas du tout, heureusement. Comment ça, pas heureusement? Je te pose une question. Un ménage du 3e décile, voilà, donc 1 600 euros jusqu'à 16 000 euros par an. Il alloue en moyenne 34 à 35% de son revenu à la location. Pourquoi est-ce qu'on l'interdirait d'emprunter 35% de son revenu et l'allouer au remboursement d'un prêt? Aujourd'hui, il n'a pas le droit. Mais comment ça, il n'a pas le droit? 35%, il a le droit 33, il a le droit à 33. 33, la différence, elle peut être énorme. Alors, tu peux monter jusqu'à... non, elle n'est pas énorme, c'est justement... 2%, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Une banque aujourd'hui va te dire vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas machin et tout. Pourquoi est-ce que ce ménage-là, je prends un autre exemple, un ménage du D2 qui habite en plein centre de Paris, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il bosse chez McDo, etc. ou quoi que ce soit, il va gagner 1 200 euros par mois, d'accord? Mais il n'habite pas au plein centre de Paris, c'est pas possible. Il va habiter dans un 450 mètres carrés, insalubre, dans une chambre de bonne. Pourquoi est-ce que du coup on ne pourrait pas lui dire, effectivement, cette allocation-là, tu peux la louer en remboursement justement de ton prêt? Aujourd'hui, tu peux pas, parce que ça fait à peu près 38-39% de ton revenu. On va t'interdire d'emprunter cette somme-là. Pourquoi est-ce que cette personne-là, on ne pourrait pas, dans ces cas-là, lui dire, tu peux effectivement toi aussi faire de l'investissement locatif, avoir une part, et donc du coup, ça peut-être qu'il faut supprimer la borne des 25 ans, avoir une part moins significative de ton revenu qui te permet, tu te loges en petite couronne, tu te loges n'importe où, et derrière, tu vas acheter un petit studio à Aubenas, une très belle ville d'Ardèche, malheureusement, qui se vide complètement, mais où le prix du mètre carré aujourd'hui s'échange à 600 euros. À Saint-Étienne, ville quand même assez dynamique, avec plus de 15 000 habitants qui ne cessent de progresser, qui remonte là où tu es à 850 euros du mètre carré. Pourquoi est-ce qu'on ne lui permettrait pas d'acheter 15-20 mètres carrés là-bas, 20 000 euros 20 000 euros sur 30 ans, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Saint-Étienne? Non, mais justement, il va le louer, son truc. Ah, mais il va le louer. Alors, attends, parce que ça, c'est des solutions. Oui, mais là, on arrivera dans... C'est Henri qui m'a appris. Aujourd'hui, la règle prudentielle du HCSF, elles te disent niet. Oui, niet. Henri m'a appris l'expression de la peau de léopard. C'est-à-dire, tu peux dire que tu achètes à Saint-Étienne, sauf que si tu es dans le trou noir de la peau de léopard, c'est ça, Henri, tu vas te retrouver tanké avec ton truc, justement. Bon, mais ça, à la limite, c'est un autre sujet, on va y aller dans la deuxième partie, mais d'abord, les causes conjoncturelles alors c'est, autre grand respect, je suis ravi de le citer, Jacques Chanu, ancien patron donc de la Fédération du bâtiment. Si on compare 2008 et 2020, la crise actuelle est la plus brutale et la plus violente, dit-il. Donc, visiblement, on est sur une crise qui dépasse le simple effet cyclique de l'activité. Oui, bien sûr. La Caisse des dépôts est obligée de se porter au secours de promoteurs en grande difficulté. 3,7 milliards. Ça a déjà été fait, ça? Oui, c'est fait de manière régulière. Régulière. Ouais. Régulière. On considère que la sauvegarde de l'appareil de production, parce que ça, ce n'est pas une mesure politique du logement, c'est une mesure entreprise. Voilà, c'est ça. Je m'en réjouis. Enfin, si, c'est quand même mesure du logement, parce qu'on s'assure quand même que les logements en construction seront terminés. Oui, et sûr. Appartenant à la Caisse des dépôts, ils vont pouvoir justement être loués à des loyers à peu près raisonnables. Voilà, à minima, ça concerne quelques dizaines de milliers de logements indispensables pour nos concitoyens, donc c'est très bien. Ça sauvegarde l'appareil de production, alors les promoteurs, mais surtout les entreprises en bâtiment que font travailler. Mais ils sont rincés, les promoteurs, dans l'histoire. Moi, c'est le seul truc que je voudrais être sûr qu'ils soient rincés, s'ils sont soutenus par la Caisse des dépôts, ou est-ce qu'ils s'en sortent Ils sont en très mauvaise posture. Parce que la Caisse des dépôts rachète au plus bas, j'imagine. Alors, ça, c'est justement... Elle négocie le prix ou pas? Bien sûr, ça n'a pas été dit. Les achats vont-ils se faire à hauteur de moins 20, moins 30 On va être dans ces eaux-là. Ouais, d'accord. Très clairement. D'accord. Aujourd'hui, d'ailleurs, les échanges entre grands investisseurs se font sur des bases de moins 20. On va parler de baisse des prix. Très clairement, si on faisait une opération de vérité sur les baisses de prix, de valeur aujourd'hui,
on serait entre moins 15 et moins 20. Ok. Bon, voilà. Les particuliers n'entendent pas de cette oreille, c'est compliqué, et la vérité est là. Donc, cette mesure, elle est utile pour l'appareil de production. Ce n'est pas une mesure, à proprement parler, politique du logement. D'accord. Non, mais c'était juste pour... Je voulais être sûr que ça se fait régulièrement. Non, ils sont en mauvais état, très clairement. Réservation d'appartements neufs qui avait déjà chuté de près de 25% sur un an en 2022. Oui. On est sur un nouveau recul sur le début 2023, donc on est effectivement sur quelque chose de majeur. Inflation, coût de construction, hausse des taux d'intérêt, c'est ce qui explique l'espèce de durcissement rapide et accéléré de cette crise de la construction, là, aujourd'hui. Tout à fait. En taux d'intérêt, je rajouterais ce qui vient d'être dit. Le taux d'intérêt, je rajouterais aussi pour les bailleurs sociaux. Il a été x6 en l'espace de moins d'un an, quand même. Hein. On est passé. Donc, je rappelle pour des spectateurs, le taux qu'elle emprunte, justement, les bailleurs sociaux, il est fixé par la Caisse des dépôts, qui est même fixé par le taux du livret A. Donc, la Caisse des dépôts récupère les encours du livret A et, du coup, utilise. On a encore un sacré serpent qui se mord la queue, là. Mais ça, c'est très intéressant parce que quand on annonce, pour être populaire, mais bon, on a le droit d'être populaire, aux ménages, on va vous augmenter la rémunération de votre épargne phare, sachant qu'elle s'adresse surtout aux plus fortunés d'ailleurs, hein, là aussi il faut regarder, mais enfin, c'est le livret populaire. Donc les ménages disent... le ministre de l'économie vraiment comprend le problème. Bon, il ne calcule pas ce que ça va leur faire gagner en étant en euros, hein, en nombre d'euros. Mais surtout, ce qu'on ne leur dit pas, parce que ça c'est un truc d'initié, et c'est très important de le dire, c'est que c'est la ressource avec laquelle on construit les HLM. Ouais. Donc celui qui se dit, tiens, moi je vais gagner quelques euros, et qui aimerait bien que son fils ou sa fille obtienne un logement HLM dans sa ville, et bien en fait, si on lui dit non, c'est parce que son épargne aura été mieux rémunérée. Il y a un lien très fort. C'est aussi... Exactement. Nous, mécanique. Aussi mécanique que ça. On publie une deuxième note dans 15 jours sur le logement social, justement, donc toujours dans le cadre de notre observatoire. On remarque en fait, pour l'instant, il y a de la construction sociale parce qu'il y a une obligation légale de la part des bailleurs de devoir construire. Bon, ils font quand même 60% en VFA et 40% de manière individuelle. Mais du coup, en fait, tous les acteurs qu'on a pu auditionner nous disent, entre la pénurie de compétences, qui fait qu'aujourd'hui, tu as des délais d'approvisionnement qui sont dingues. L'inflation énergétique, qui fait qu'en fait, n'importe quelle pose de pierre coûte 10% plus cher qu'avant. Plus maintenant, la multiplication par 6 hein, notre taux d'intérêt en moins d'un an. Et en plus de ça, Bruno Le Maire qui annonce que cet été, il y aura une nouvelle hausse, etc. C'est phénoménal. Par 6 en moins d'un an. 0,5 et t'es passé à 3. Et tu vas peut-être passer à 4, peut-être passer à 5. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu perds de l'argent en mettant tes sous sur ton livret A, parce que l'inflation étant à 6. Et donc, du coup, ils te disent, moi aujourd'hui, je suis obligé de construire, donc je construis, mais quelque part, demain, en fait, j'aurai plus d'accès au financement. Et donc, du coup, j'aurai plus de logements sociaux. Et il faut savoir que sur le logement social, ça, c'est un des chiffres qu'on va produire aussi. Tu as à peu près 100 000, on estime à 100 000 le nombre de logements sociaux qui sont construits par an. Mais quand tu prends en compte tout ce qui est détruit, démembrement, déclassement, etc., en fait, il n'y a que 45 000 nouveaux logements sociaux qui émergent tous les ans. Oui. Et je rappelle qu'il y a 2,3 millions de ménages qui attendent un logement social aujourd'hui. Ceux qui sont détruits, ils sont détruits pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut plus habiter dedans. Oui, on parle de 100 000, c'est un stock brut, c'est pas un stock net. Donc de construction annuelle. En stock net, on est à 45 000 nouveaux logements par an. Oui, mais ça reste, pardon Erwan, ça reste un stock non, c'est pas pour critiquer, net. Ça reste un stock net de logements habitables. Oui. Ceux qui sont détruits, de toute façon, il n'y a plus personne dedans. Bien sûr. Simplement, l'offre, pour utiliser notre mot, ce qu'on offre aux ménages qui ont besoin de logements, se retrouve faiblement abondé. Exactement. Là, on se dit, mais on construit non, on se comprend pas là. Mais non, puisqu'il n'y avait plus personne dedans, c'est quand même 100 000 logements en plus. C'est un détail, mais c'est quand même 100 000 logements en plus. Souvent, c'est pas parce qu'il y avait personne dedans, c'est parce que c'était des trucs qui étaient insalubres, des trucs qui étaient... Oui, donc il y a encore des gens dedans, on vide le truc pour détruire la barre. Ah non, mais c'était pas une offre souhaitable. D'accord. Il y avait encore des gens dedans. Bien sûr. Il y avait encore des gens dedans. Les chiffres sont là. On va marquer une pause et on continue à discuter de tout ça dans un instant. On repart. Pourquoi j'ai marqué une pause là? Parce que là, on va rentrer dans les éléments plus structurels avec la suppression de la taxe d'habitation. Erwan, les maires disent, alors le rôle des maires est un des débats qu'on a avec Henri depuis 30 ans, les maires disent que la suppression de la taxe d'habitation a été une catastrophe et à couper le lien entre le maire qui déjà n'avait pas franchement envie de construire
et la construction. Tu es d'accord avec ça? Oui, si tu me permets une toute petite incise politique. Ah, mais absolument, vas-y. Juste qu'on se rappelle comment est née cette proposition-là. C'était je crois que c'était le 16 mars 2017, interview de chez Bourdin, Emmanuel Macron qui dit à ses équipes, il faut quelque chose pour demain, hop, taxe d'habitation. Il se trouve qu'en fait l'IFOP a réalisé une étude absolument incroyable après l'élection qui montrait qu'en fait il y avait un survote des fois allant jusqu'à 20 points dans les communes qui payaient justement une taxe d'habitation supérieure à la moyenne nationale. Et donc, du coup, tu as beaucoup d'analystes politiques qui te disent qu'en fait, c'est une des propositions qui a fait gagner le candidat Macron parce qu'en fait, c'était du palpable pour les gens. Très clairement. Et donc, du coup, donc, juste revenir aux origines. Un survote, c'est-à-dire il y a eu davantage de participation. En gros, plus tu payes de taxe dans les communes où la taxe d'habitation était la plus élevée. Exactement. Alors, corrélation ne vaut pas causalité, hein, mais c'est quand même assez fascinant de voir, et l'IFOP, l'étude est encore disponible sur leur site, fascinant de voir en fait à quel point ça a été un déterminant presque principal du vote des gens, justement en se disant je vais gagner. Incroyable. Parce que la taxe d'habitation, tu la payes, hein, la douloureuse au mois d'octobre, novembre. Quand tu dois sortir 1 200 € d'un coup, tu te dis bon, bah, effectivement, si je gagne 1 200 €, là, le pouvoir d'achat, c'est du palpable tout de suite. Mais, alors que ça reposait sur aucune étude économique, il n'y avait aucune étude académique qui était. Et aucune demande. Et aucune demande. Aucune demande formulée de qui que ce soit, ni d'association de consommateurs, ni de personne. Et si on avait, en plus, si on avait voulu faire une vraie politique. Et ça a été fait comme ça sur un coin de table. T'as lu ça, t'es catégorique en 2 temps, 3 mouvements. La plupart des équipes de Macron te disent, de l'époque, qui sont plus chez lui maintenant, te disent qu'en fait ça s'est fait dans la nuit, quoi. J'ai rendez-vous chez Bourdin demain matin à 8h, il me faut un truc. Et le chiffrage a été fantaisiste. Il faut se rappeler, moi j'ai la mémoire des chiffrages successifs. Le premier, on nous dit, j'ai une mémoire pas trop mauvaise, ça va coûter 8 milliards d'euros. C'est vrai, parce qu'il n'y avait pas les 20% les plus riches. Mais c'est anticonstitutionnel. 8 milliards d'euros. Ouais. À l'arrivée, la plaisanterie aura coûté 20 milliards d'euros. Bon. Donc, on était dans l'approximation, on était vraiment dans le travail de coin de table. Alors, ça nous conduit quand même à dire que même si les ménages ont du mal à réaliser que le logement est peut-être leur principale souffrance, tous les présidents de la République successifs ont gagné avec une mesure logement. Attends, je veux rester sur la taxe d'habitation. Oui, bien sûr. Est-ce que celle-là a fait gagner, clairement, a contribué à faire gagner le président Macron. Erwan, et puis je te poserai la question, Henri. Ils ont raison, les maires, en disant... alors, ils disent pas, déjà, on n'avait pas envie de construire, mais tu as brisé les velléités de construction d'un certain nombre de maires, parce que tu n'as plus de lien entre le nombre de logements construits et les ressources de la commune? Ça je sais pas. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a eu une promesse de compensation qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été tenue. Il y a effectivement ce lien, effectivement, que tu avais direct, je paie la taxe d'habitation, derrière j'ai le service qui correspond à ça, et tu as quand même sacrément asséché la plupart des collectivités locales, des budgets, et qui du coup se reportent là, la sortie du maire de Metz, c'était hier ou avant-hier, ça se reporte sur la taxe foncière. En théorie, une vraie politique libérale, il fallait plutôt supprimer la taxe foncière et garder la taxe d'habitation. Mais bien sûr. Mais ça aurait été... sûr. Ça, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, effectivement, les maires se retrouvent sans aucune ressource. Et donc, du coup, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle ils ne bâtissent pas. La plupart des... Tu as quelques études qui te montrent quand même que le maire, 3 ans avant son élection, il arrête de donner des permis de construire parce que il veut. Bon, je connais pas. On va y aller, madame. Elles sont pas d'une robustation, ces études-là, elles sont plutôt qualitatives que quantitatives, mais tu as effectivement le pouvoir du maire bâtisseur qui se retrouve aujourd'hui, il n'a plus aucune incitation à construire. Et il n'a plus surtout les moyens derrière de construire les infrastructures qui correspondront à l'ensemble des programmes qu'il a lancés. D'un point de vue politique, il fait rentrer des insiders qui ne sont pas forcément de son bord politique à lui, des outsiders qui ne sont pas forcément de son bord à lui, donc du coup, tu entretiens la logique du village Potemkin. Henri, j'ai lu ça, c'était donc la grande expression, c'est un maire qui bâtit est un maire battu, et ils ajoutent maintenant. En plus, c'est un maire béton. C'est-à-dire qu'en plus, il y a maintenant cette dimension environnementale, écocide, etc. Moi, je le raconte, j'habite à Clamart. C'est vrai qu'à Clamart, il y a eu sur les anciens terrains d'EDF, notamment, un programme immobilier complètement dingue, j'avoue, complètement dingue, qui est né d'une infrastructure. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau comme la France de la Troisième République. Voilà, il y a eu le chemin de fer, bon, en l'occurrence, c'est le tramway. Tu as l'infrastructure, tu as des friches industrielles, boum, tu vois des immeubles. Alors malheureusement, très Troisième République, on peut, dans le style architectural, c'est un peu haussmannien décalé, bon, peu importe. Et effectivement, tu vois sur les réseaux sociaux très particuliers, ceux qui s'intéressent à ma bonne ville de Clamart, oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce maire qui met du béton partout, etc. etc. Voilà, c'est cette donnée nouvelle aujourd'hui que les maires doivent gérer. Alors, les réticences des maires à construire, ça tient à plusieurs choses. Oui, la suppression de la taxe d'habitation est la plus mauvaise décision
probablement du quinquennat du président Macron. Elle a retiré 34% des ressources des communes, 34%. Il a fallu 2 ans pour stabiliser un mécanisme de compensation. On est allé chercher des sages qui ont fait des rapports. Et finalement, au bout de 2 ans, donc 2 ans d'inquiétude pendant lesquels les maires ont dit, nous, tant qu'on ne voit pas arriver l'argent, bon, 2 ans, plus de 2 ans. On stabilise un mécanisme qui ne compense pas à 100% et qui surtout vassalise les maires et les met sous la coupe de l'État, puisque c'est de la TVA qui est censée compenser. Moi, je suis maire, j'ai été élu, j'ai ma fierté, j'ai mon indépendance, je ne veux pas dépendre de l'exécutif national. Mais revenons sur le... Et pour le reste, la construction et le logement. La crainte de construire. Bien sûr que c'est l'opinion qui n'est pas allante sur ce sujet. Et il y a un paradoxe, il y a une schizophrénie des Français. Ils veulent pouvoir loger leurs enfants, ils ont la crainte du déclassement, il y a un pessimisme pour les enfants, mais surtout, ne pas voir arriver un nouvel immeuble, ne pas voir arriver de nouveaux entrants dans la commune. Et le maire, en effet, il va faire venir de nouveaux entrants qui vont bouleverser les grands équilibres. Il faut aller au bout des choses. On parlait d'Éric Zemmour qui vont être des immigrés, qui vont pas forcément être solubles immédiatement. Donc toutes ces craintes-là, la surélévation, la densification, on va en passer par là, puisqu'on ne veut plus artificialiser le terrain. Alors est-ce qu'il faut lui retirer le permis de construire ? Certainement pas. Parce que, pour moi, il y a eu des propositions de fait par le rapport Rebsamen, tout à fait juste. Ancien ministre du Logement lui-même. Oui, et il y avait dans la commission des gens très bien, je pense à Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, quelques autres grands maires, Rebsamen en était un aussi, à Dijon. L'idée, qui peut mieux que le maire apprécier les besoins, la nature des réponses qu'il faut leur donner, selon la population. Mais il ne le fait pas. Je vais y venir. Mais déjà, l'appréciation, la bonne lecture, c'est pas l'État. Deuxièmement, il faut un mécanisme tel que l'intercommunalité, qui est une dilution, parce que le maire, il veut se protéger pour être réélu, et s'il n'est pas réélu, il ne peut plus agir, donc on peut le comprendre. Il faut une dilution, une responsabilité qui monte au cran de l'intercommunalité, notamment si le maire ne fait pas. Au bout d'un an, on constate que les objectifs du plan local n'ont pas été la règle de construction, qu'il a lui-même contribué à écrire. Il ne fait pas, au bout d'un an, on lui dit, on n'envoie pas chez le préfet. C'est l'échelon subsidiarité, l'échelon supra qui est l'intercommunalité, et les PLU sont désormais intercommunaux, qui prend la main et qui fait. Et puis en dernier ressort... Ça revient un peu au même alors, oui, tu lui retires quand même le permis de construire. Ce sont des élus. Si on ne fait pas bon usage... D'accord. Oui, je ne dis pas de sanction, surtout pas. Effectivement, on ne peut pas regarder passer les trains en disant il y a des maires qui n'aiment pas construire, bon c'est triste, alors on leur met des sanctions financières aujourd'hui s'agissant de logement social. Certains s'accommodent de payer. Bon. Donc ça n'est pas possible. Il faut effectivement une responsabilité. Mais on va être très clair. Que tu fais remonter au niveau de l'intercommunalité. La suppression de la taxe d'habitation et d'autres gestes malveillants. On a voulu rogner, il y avait un projet de loi, les indemnités des maires de villes moyennes, au début du premier quinquennat du président Macron. Bref, les relations se sont dégradées entre l'État et les maires. Il faut aujourd'hui les apaiser. Il y a des efforts qui sont faits depuis quelques mois par le nouvel exécutif, la Première ministre. On donne des gages. Quand le président de la République, premier congrès de l'Association des maires de France de son premier mandat, n'y va pas, c'est un coup de tonnerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dis que l'autorité est une chose, il faut savoir taper, mais il faut s'entendre bien. Dans une entreprise, comment vous faites, même si vous êtes le patron, que vous la détenez, le gars qui va travailler pour vous, Stéphane, il faut qu'il fasse, il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il fasse, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer ? Ok Henri, voilà. Mais restons sur la construction. Tu as un avis, Erwan, sur retirer le permis de construire au maire ? Sur le maire bâtisseur, j'avoue que je n'ai pas du tout d'avis. J'ai les pour et les contre des deux côtés, donc je me pose la question comme de l'incitation effectivement à monter. Je me dis qu'effectivement, à un moment, on vient de soit financière, soit d'un point de vue de l'activité. Dans la première partie de cette émission, on a quand même raconté une crise historique profonde. Et on en a raconté on a essayé d'en raconter les conséquences. Quand il y a une inondation, quand il y a une catastrophe, je suis désolé, c'est le rôle de l'État, c'est le préfet, aussi libéral qu'on soit, toi et moi. À un moment, c'est le préfet qui tape du poing sur la table. Les grands travaux historiques et les grandes mutations historiques de logement, elles sont faites au niveau de l'État, elles sont faites au niveau du préfet. Le Grand Paris et le programme du Grand Paris, c'est fait au niveau de l'État, c'est fait au niveau du préfet. La rénovation urbaine... Moi, je suis désolé, mais à un moment, là, si effectivement tu es dans une situation d'urgence, et tu es dans une situation d'urgence, je ne vois pas pourquoi... Je peux entendre ça, mais je vais vous donner un contre-exemple. Pour preuve que, là encore, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. Jean-Louis Borloo a été
un grand ministre en charge notamment du logement, de l'aménagement du territoire. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Bon. Ces relations sont dégradées avec le président, justement sur des visions différentes de la ville, son développement. La politique de rénovation urbaine, elle ne s'est pas faite parce que Borloo a dit au préfet de telle ou telle région, tu vas faire, et le maire n'a qu'à se plier. Il est allé mobiliser, acquérir à sa cause, à la cause de l'ANRU, de l'agence qu'il a créée, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, des dizaines, des centaines de maires. Et il a mouillé la chemise. Moi, j'ai vu faire. Et ça a marché. Oui, non, t'as raison. Ça a marché. J'étais en train de penser, tu peux le faire intelligemment. Et effectivement, si tu fais une décision administrative nationale en filant le truc au préfet, il y a de grandes chances que ce ne soit pas très intelligent dans l'exécution. Stéphane, le fait d'être libéral, ça ne veut pas dire être contre l'État. L'État a forcément un rôle à jouer de facilitateur, ou au moins de ne pas être un rôle d'empêcheur. Au-delà de la question du permis de construire, qu'il soit dans les mains du maire ou pas, bon, après, ça permet peut-être aussi d'avoir de la concurrence entre communes pour attirer... Regarde, moi, j'attends avec intérêt ce qui va se passer dans le Nord avec les 4 gigafactories qui vont arriver. Oui. Moi, je veux voir le nombre de permis de construire qui seront délivrés par les maires. Dans l'eau, statistiquement, il y aura peut-être un maire qui va dire « moi, je ne veux pas te donner de permis de construire », mais tu en as peut-être un qui va être un peu malin sur la commune adjacente qui va dire « moi, je vais balancer du permis de construire, en veux-tu, en voilà, artificialiser certains sols, et donc du coup, comme ça, je vais pouvoir doubler la population de ma commune dans les années qui viennent, et du coup, c'est de la prospérité en plus. » Donc c'est aussi de la concurrence qu'on met entre les communes, qui du coup est assez intéressante en leur laissant le droit de bâtir. L'attractivité, c'est la décision d'un élu local, de droite, de gauche ou du centre, c'est pas le sujet. Ils aiment leur territoire et ils font. Objectivement, ce nouvel aménagement du territoire que les Français sont en train de dessiner, ils l'ont clairement montré à la faveur de la Covid. Il y avait des signaux faibles avant déjà, que des organismes comme le tien pouvaient voir. Aujourd'hui, c'est clair. Ils ont une préférence pour les villes moyennes. Et beaucoup ont d'ailleurs augmenté, ont vu leur prix augmenter parce qu'il y avait une pression énorme. Ça va se calmer. Et pour les territoires ruraux. Ce nouvel aménagement du territoire, il donne envie aux élus, et ils ne peuvent pas faire autrement, de dire « mais il me faut des réponses en termes de logement ». Je pense à des communes rurales où on voit arriver des ménages. C'est significatif ça, Henri ? Ah oui. Moi j'ai l'impression qu'on raconte des histoires sur des épiphénomènes. Oh, je vais donner un chiffre, il est très clair, mais on peut dire que c'est significatif. On estime aujourd'hui qu'il y a 15% de la demande qui se portait sur les métropoles, en location ou en achat, peu importe, qui se détourne vers ces deux types de territoires, ville moyenne ou commune rurale. 15%. Bon, c'est et ville moyenne, c'est ce qu'on a pu appeler à un moment, j'aimais bien l'expression, les villes cathédrales, là, Orléans, Chartres, Reims, Évreux. Mais aujourd'hui, même plus petit que ça. Alors, le Havre, des villes moyennes de la façade ouest, très largement, mais on parlait de Saint-Étienne. Saint-Étienne reprend du poil de la... C'était l'exemple de la ville où il ne fallait pas aller. C'est tellement méchant pour les Stéphanois, mais moi j'ai fait des débats sur le logement, et alors on me disait, alors à Saint-Étienne, les prix, non, ils n'ont jamais augmenté, ils sont même en train de baisser, c'est affreux, c'est bon. C'était vraiment l'exemple de la maladie profonde. Le laboratoire. Eh bien aujourd'hui, moi j'en suis très heureux, c'est une ville de report par rapport à Lyon. Qui peut aujourd'hui aller se loger à Lyon ? C'est extrêmement difficile. Sur Saint-Étienne, juste petite anecdote, il y a 4-5 ans, les patrons de start-up voulaient aller y mettre leur call center. En fait, c'était devenu le Maroc, quoi, d'une certaine manière, Saint-Étienne, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'était vraiment aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, tu as un ménage bourgeois de Lyon, tu dis, tiens, je veux faire un investissement, tu vas avoir un agent immobilier. Ah, il te dit, oui, si vous voulez, tu vois les prix, tu dis, ouais, ça va être un peu compliqué. Faites l'investissement, allez voir à Saint-Étienne. Les professionnels immobiliers lyonnais, les élus lyonnais, depuis déjà plusieurs mandats, ont aidé Saint-Étienne à devenir une ville de report. Cet aménagement du territoire, c'est le partage. Et c'est dire, bon, on a une grosse attractivité. Lyon est une ville qui a une attractivité magique, mais il faut que d'autres villes soient attractives. Et juste, si tu permets, Stéphane... Un mot, parce qu'après, il faut qu'on continue à avancer. Passer aux propositions, sur le côté, justement, rôle de l'État. Il y a deux facteurs, à mon avis, qui sont complètement occultés. Tu parlais des grands travaux. Premièrement, c'est le transport. Aujourd'hui, on parle de Saint-Étienne, effectivement. Saint-Étienne, bon, on peut y aller en TER depuis Lyon, c'est sympa, etc. C'est faisable. Je reprends mon exemple ardéchois, parce que je suis profondément attaché. Tu prends la ville de Benat, par exemple, qui est une ville absolument magnifique, qui a compté jusqu'à 40 000 habitants, qui en plus a absolument tout d'un point de vue gastronomie, température, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de liaison TER depuis plusieurs années maintenant. Il y aura bientôt plus de liaison TGV à moins de 200 km. Comment tu veux recréer de l'activité dans ces territoires-là ? Et donc, du coup,
Premièrement, les transports. Deuxièmement, la déconcentration, décentralisation. Nous, c'est un truc qu'on a proposé il y a 5 ans. On s'est beaucoup moqué de nous. Darmanin l'a repris quand il était quand il était à Bercy. C'est de délocaliser les ministères en province. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a ces énormes packs Bercy, par exemple? Non, mais attends, laisse-moi terminer. Je sais que tu n'y crois pas. Je faisais mes études de géographie en 1983. Je lisais déjà des bouquins poussiéreux à Beaubourg sur la déconcentration. Ça ne marche pas. On l'a chiffré. Mais non, les ministères, ils ont besoin d'être dans la capitale et ils ont besoin d'être ensemble. Par rapport à 83, maintenant, c'est qu'avant, tu avais le fax. Services. Maintenant, tu avais le fax. Maintenant, tu peux. Regarde, quand tu déconcentres ce gros paquebot où tu as 3500 personnes qui gagnent plus de 45 000 euros par an de manière confortable, quel est l'intérêt d'un point de vue externalité positive de l'avoir en plein Paris? Aucun. Tu le mets dans la Creuse, tu le mets en Corse, tu le mets n'importe où, tu le mets en Lorraine, dans des régions sinistrées, et ben tu vas réimplanter de l'activité. Cette activité-là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des emplois indirects qui vont se recréer, des cabinets médicaux qui vont rouvrir, des cinémas qui vont ouvrir, des bowling, etc. Et là, du coup, tu as du logement. Et donc, du coup, toute l'offre sur Paris, qui du coup est satisfaite par ce genre de profil-là, et ben du coup, non seulement tu n'auras peut-être pas une baisse des prix, mais tu auras des logements qui vont se libérer pour des gens qui habitent réellement en Île-de-France. Bon, les gars, attention, il faut qu'aussi, parce que tout ça est formidable, mais ça tourne très vite. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi. Inflation normative, réglementation environnementale, zéro artificialisation nette. Ça aussi, c'est au cœur de la crise qu'on est en train de traverser actuellement. Ça prépare la prochaine, je dirais. Toi, tu dis ça prépare la prochaine. Oui, mais la cause majeure structurelle, puisqu'on parle d'une crise historique, c'est qu'en fait, les fondamentaux aujourd'hui sont sapés, tous. Et parmi ceux qui sont sapés, le plus lourd, c'est la question foncière. Bon. Et l'inflation vient mettre une loupe, simplement. L'inflation n'a pas créé la crise du logement, parce qu'on n'a pas su... Question foncière, ça veut dire c'est zéro artificialisation nette, c'est ça bien avant ça, les terrains, on n'a pas su, les terrains constructibles, les faire arriver sur le marché pour que la construction puisse être assez active, terrains déjà constructibles. On a aujourd'hui des terrains constructibles qui ont cette qualification, qui ne sont pas utilisés. Et même... Pourquoi, Henri ? Pourquoi ? Une première raison, origine terrain public, les communes ou les départements ou l'État sont des grands propriétaires qu'on a laissé thésauriser leur terrain. Ouais, c'est ça. Bon. Et on voit, mais on va être clair, je vais vous donner un exemple, au cœur de Nantes, c'est en fait propriété de l'État, au cœur de Nantes, il y a 14 hectares qui sont utilisés par le ministère de la Défense, mais propriété de l'État et du ministère du Budget, en fait, statutairement. 14 hectares, ils sont classés secret défense, il faudrait les dépolluer. 14 hectares au cœur de Nantes. Bon, eh bien, on n'a pas pris le taureau par les cornes. Les terrains privés, la fiscalité aujourd'hui encourage à les thésauriser. Plus tu gardes un terrain, moins la plus-value, etc. Il faudrait inverser ce mécanisme. On se heurte à la Constitution. Eh bien, moi, je dis, il faut peut-être sur ce point... Ah oui, c'est parce que depuis le temps, c'est aussi qu'on en parle. Je dis, mais pourquoi c'est pas fait? C'est tellement évident. Parce que la Constitution exige qu'il y ait égalité des Français devant la propriété, qu'elle soit bâtie ou non bâtie. Alors, pour le bâti, on comprend que ça vienne stabiliser. Au contraire, quelqu'un qui a un logement locatif, on lui dit, mais garde-le le plus longtemps possible et tu paieras moins de plus-value. Le terrain, c'est l'inverse. Tu as un terrain qui n'exige aucun entretien, donc on est enclin. Moi, si j'hérite demain, ou si je fais mes enfants héritiers de 4 terrains dans des métropoles, mais ils sont très riches, ils ont intérêt à les garder, ça ne s'entretient pas, ça ne se délabre pas. Donc, il faut dire aux Français, alors on n'a jamais trouvé la solution, soit il faut retoucher la Constitution, c'est très lourd, soit durablement, pendant 5 ans, on fait une blitzkrieg, on dit pendant 5 ans, tous ceux qui vont vendre leur terrain, on les exonère ou on allège substantiellement leur plus-value. Ouais. On n'a pas su le faire. On a même autorisé, pour les communes, pour les collectivités, la vente par adjudication des terrains. C'est-à-dire qu'on a favorisé l'inflation des terrains pour enrichir les collectivités. Voilà, donc la question foncière, on ne l'a pas prise à bras-le-corps. Et dernier sujet, dans ces plans locaux d'urbanisme qui écrivent la règle du jeu pour construire, celui de Paris, je crois que c'est aujourd'hui ou demain qui va sortir. À Paris, on construit moins, mais on pourrait construire. Eh bien, ces plans locaux ne sont utilisés qu'à 65% de leurs possibilités. Et là, on en revient à l'opinion qui dit, écoutez, nous, ça ne nous arrange pas que vous construisiez, monsieur le maire. Le maire dit, mais attendez, on vous a consulté, vous a dit que là, on pouvait construire un immeuble. Oui, mais écoutez, s'il n'y est pas, c'est mieux, quoi. C'est mieux, voilà.
Erwan ? Nous, sur la question du ZAN et des réglementations vertes, alors, différencier deux choses. Hein. Oui, il y a une nécessité drastique d'avoir justement des mesures pour un secteur qui émet quand même qui est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire à contrario, enfin, contre le pouvoir d'achat et contre justement l'intérêt de la nation. Je rappelle cette fameuse courbe de Lorenz, Lorenz, prix Nobel d'économie en 61, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait, à la fin de sa vie, a montré dans ses travaux que la conscience écologique était fonction croissante du revenu. Et donc du coup, en fait, plus ton revenu augmente, plus ta conscience écologique est importante. C'est ça qui fait qu'en fait, les pays les plus riches sont les plus écologiques et vice-versa. Donc du coup, vouloir appauvrir une population, c'est vouloir justement augmenter le nombre de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que là, depuis 2018, on a eu 4 lois. 4 lois. Loi climat-énergie, loi climat-résilience, RE20 et RT 2020. Le truc, c'est que, donc, parmi les deux mesures, les phares les plus, à mon avis, absurdes, c'est l'interdiction de louer des logements qui sont classés G, F et E d'ici 2032. Nous, on a calculé, c'était à peu près 15% du parc locatif qui, du coup, va disparaître dans les 8 ans qui viennent. 15% du parc locatif. Si rien ne change aujourd'hui, hein. Pour l'instant, la loi... Tu dis que c'est une folie. Édouard Philippe dit que c'est une folie. Moi, je dis que c'est une folie parce que combien ça coûte ? Le rapport Sichel qui a été fait donc, de la Caisse des dépôts nous dit que c'est 38 000 € en moyenne de rénovation par logement. Il y a, sur les 4 millions et quelques de logements qu'il y a à rénover, on est aux alentours de 180 milliards d'euros à trouver d'ici 8 ans. 180 milliards d'euros à trouver d'ici 8 ans. Sans les coûts de construction, sans la hausse des coûts de construction qu'il y a eu depuis, etc. Comment tu les trouves ces Et je vais même au-delà, Erwan. Même si tu les avais, il y a une question de bras. T'as pas les compétences. T'as pas les compétences. Tout à fait d'accord avec toi. T'as pas les compétences. Il y a une nécessité du coup de faire ça, mais comment est-ce que tu fais ? Donc en plus, j'avais vu Paris, c'était 45% des logements qui seront du coup interdits à la location dans quelques années. Comment tu fais pour justement créer d'une l'incitation à rénover et de deux pour éviter justement d'avoir un marché où tu as des logements qui sont complètement vacants. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, c'est le ZAN. Le ZAN, moi, ça me paraissait une mesure frappée de bon sens quand j'ai entendu la première fois qu'on me l'a pitché, si je veux dire. Donc zéro artificialisation nette pour ceux qui nous... Exactement. Oui, mais j'ai dit 2-3 fois, donc c'est pour ça que je l'ai pas repris. Quand tu regardes le détail, quand tu en discutes avec des élus locaux, déjà, une mesure qui fait l'unanimité contre elle, aussi bien à gauche qu'à droite, aussi bien des élus locaux que des promoteurs immobiliers, c'est assez incroyable. Il y a absolument personne qui défend ça. Et quand tu regardes, en fait, nous, on a regardé, du coup, on a chiffré les effets de Mais comment ça, personne défend ça ? Ils l'ont voté, les élus, cette zéro artificialisation nette. Personne ne défend le ZAN. Mais n'empêche qu'elle a été votée. Je te parle des faiseurs, je te parle pas des majorités parlementaires qui du coup votent des trucs sans des fois se rendre compte. C'était le cas comme c'était le cas sous l'ancienne majorité. On se rend compte que toutes ces mesures additionnées là, en 2040, elles vont entraîner une pénurie de 7 millions de logements. 7 millions de logements qui du coup sont dus à la réglementation verte. Parce que cette zéro artificialisation nette, elle a un effet, j'imagine, exponentiel sur la pénurie de foncier que tu as décrite tout à l'heure. Elle a un effet sur le parc, en effet, qui est disqualifié, notamment le parc locatif, avec des règles dures. C'est non, tu peux pas louer, bon, selon ta lettre, et sur la production. On dit, écoutez, vous faites avec ce que vous avez comme terrain. Bon. Donc, ce ZAN, on voit que les sénateurs, il y a une proposition de loi là, qui n'a pas la faveur ni du président Macron, ni de l'Assemblée, disent il faut l'assouplir. Deuxièmement, d'ailleurs, il faut en donner le mode d'emploi aux maires. On leur a balancé cette oukase, aux maires et aux promoteurs, mais on leur a dit, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Pour certains, il ne fallait pas les pousser. Ils sortent les aérofreins, ils disent, attendez, nous, non, ça, on ne fait pas. Et notamment, on leur explique pas qu'il y a des terrains déjà artificialisés, typiquement, qui pourraient être utilisés. Ils sortent les aérofreins. Et ça bloque, ça paralyse tout le monde. Donc, effectivement, ça a été balancé d'une manière extrêmement violente. Alors, moi, je comprends, et je dis à ma communauté professionnelle, ne dites pas, effectivement, on est très coupable d'émissions de gaz à effet de serre, bien malgré nous. Ne dites pas, on va rien faire, tout ça c'est des furieux. Les dérèglements climatiques, on les a à nos portes. On va les revoir là bientôt. Tout ça, ce n'est pas du flan. Bon. Et donc, attention, il ne faut pas dire, non, on déchire la loi climat-résilience, mais dire, et qu'aujourd'hui le gouvernement s'arboute en disant, on ne touchera pas au calendrier. Mais ça ne veut rien dire. Comme dans une entreprise, la stratégie, c'est ça. Et si on n'y arrive pas, et si on n'a pas les machines, si on n'a pas les bras, il manque aujourd'hui, c'est très simple, les entreprises qualifiées, qui notamment donnent accès aux aides, qui sont précieuses, elles étaient de 15% il y a encore un an,
elles sont de 10% du nombre des entreprises en France. 1 sur 10 seulement est en mesure d'attester de sa compétence et vous donne accès aux aides. C'est quand même un souci. Tu parles des entreprises artisanales qui font des travaux de rénovation, c'est ça? Artisanales ou moins artisanales. Ou moins artisanales qui font des travaux de rénovation. Je cherche des entreprises pour faire la rénovation de ma maison, de mon appartement à 38 000 euros, 40 50 000 euros. Où sont-elles, les entreprises? Voilà. Ça tourne très très vite. Il faut aller sur tes propositions, Erwan, et notamment peut-être celle qui est la plus intéressante. Enfin, je dis la plus intéressante, mais celle que j'ai entendue assez souvent. Tiens, recitons Alain Dinin, il m'en parlait très régulièrement. C'est, alors, inverser sans doute la logique macroniste d'aller taper sur le propriétaire, et notamment sur le propriétaire en locatif, et créer, toi tu veux, un statut. Tout à fait. Pour statut de bailleur privé. Statut de bailleur privé. Ça, c'est porté par nos experts, certains depuis Bernard Cadot, qui dirige notre observatoire, l'ancien patron d'Orpi, le porte depuis oui, c'est ça. Depuis très longtemps. Tout à fait. Et effectivement, quand on voit, en fait, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que la question du logement pourra se résoudre. Oui, il faut construire. Voilà, c'est la proposition numéro 1. Mais comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu d'équité et un peu de redistribution géographique et sociale là-dedans? En fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Il n'y a pas besoin de grands travaux. Des petites mesures d'incitation fiscale peuvent permettre ça. Un statut du bailleur privé, effectivement, c'est pour moi peut-être pour nous en tout cas l'incitation la plus forte qu'on peut avoir à réaliser de l'investissement locatif. Ouais. Tu couples ça avec un assouplissement de certaines mesures prudentielles. C'est des choses très simples, hein, je les ai notées là parce qu'elles sont assez techniques. Il y a la réintroduction du calcul différentiel dans le calcul justement de ton endettement. Pour prêter à un futur investisseur, voilà, on prend en compte tout à fait. Les loyers potentiels qu'il aura, évidemment. Et on prend en compte le taux d'effort actuel dans le cadre du logement. Donc ça fait que, par exemple, mon exemple avant du Détroit qui alloue 40% de son pouvoir d'achat, de son revenu à son loyer, en fait, on peut transférer ça justement sur, on se dit qu'il est capable de le faire pour un propriétaire, il pourra le faire pour une banque. Tu facilites la portabilité de différents crédits, c'est-à-dire que quand tu t'empruntes à 1%, tu peux garder justement soit transférer ce crédit-là sur un autre bien, soit garder le crédit sur le bien en question et le transférer à une autre personne. Il y a pas mal de mesures techniques qu'on fait dans la note, mais qui sont... Que vous irez voir dans la note de l'Institut Sapiens, hein, il va vite là parce qu'on est au bout, mais qui en fait arrêtez de stigmatiser. Est-ce que c'est bien ce qui se passe quand même? Le gars qui investit dans l'immobilier pour du locatif et au contraire, il faut en faire une sorte, alors Alain Dinin disait, une sorte d'entreprise, une sorte d'indépendant entrepreneur immobilier. De service, logement, de l'entrepreneur. Donc il faut que sa fiscalité en effet introduise l'amortissement, la reconnaissance des charges et soit éco-conditionné. Celui qui va acheter un logement ancien, il fait l'effort de le mettre à niveau de vertu énergétique, eh bien il a une reconnaissance fiscale, un plus fort amortissement par exemple, et socialo-conditionné, celui qui consent un loyer moins élevé, donc qui accepte de rogner son rendement locatif, eh bien la fiscalité lui rentre. Il faut moderniser et stabiliser ce statut, et plus largement un chantier qui n'a pas ouvert le président Macron, il l'avait annoncé, il n'y a eu que la suppression de la taxe d'habitation, c'est la modernisation de la fiscalité immobilière. Est-ce qu'on peut s'accommoder que les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, on les appelle indûment, soient de l'ordre de 8,5%, c'est-à-dire que ils viennent plomber de presque 1/10 de plus tout prix du logement. C'est voilà une fiscalité visqueuse. C'est complètement archaïque. Et c'est un frein à la mobilité, c'est-à-dire. C'est un frein à la mobilité. J'ai aucun intérêt à déménager. Voilà, c'est ça. T'as aucun intérêt à déménager. Et ça encourage même la spéculation. C'est-à-dire tant que la valorisation de mon bien n'aura pas gommé ce coût, je bougerai pas. Exactement. Écoutez, on va terminer sur cette phrase du président Macron à Challenge. C'est un secteur où on finance l'offre, l'investissement et la demande. Malgré tout, on produit moins et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. Alors moi, j'aime tu te dis que le gars, normalement, il n'est pas président de la République. Qui dit ça, quoi. Enfin, il prend le problème à bras-le-corps. Je te dis que moi, je pense qu'un bon médecin, c'est celui qui fait un diagnostic. C'est ça. On ne l'avait pas attendu, mais c'est bien de le répéter. Et qui fait une prescription pour guérir. Ouais. Voilà. Ouais. Et le problème, c'est que le logement a été depuis le début dans cette majorité-là, depuis 2017, qui a fait plein de bonnes choses par ailleurs, mais ça a été vu comme étant quelque chose de rentier, quoi. D'un côté, vous aviez c'était quoi? C'était les dodus dormants du logement social. Et de l'autre côté, c'était un truc de rentier. D'ailleurs, c'est ça qui a amené à la qualification de l'IFI. On n'a pas compris que dans un pays comme la France, qui est un pays sous-peuplé et sous-dense en termes de... Le gros problème, c'était justement la localisation des logements et que par une homogénéisation justement de l'activité et des logements, on pouvait résoudre pas mal de nos problèmes socio-économiques. Et c'est lié, ça sera une ligne pour notre émission, mais on résout le problème du logement, on résout le problème du chômage, on résout le problème de la pénurie de recrutement, de la productivité, on résout énormément de nos problèmes structurels économiques. Et des problèmes de santé. Et des problèmes de santé, exactement. Merci les gars, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.